Personne n'est venu aux funérailles de la jeune fille. Les bancs en bois étaient vides sous le soleil brûlant, leurs longues ombres s'étirant sur la terre desséchée comme des doigts sombres pointant vers un simple cercueil en pin. Le révérend Samuel Carter se tenait seul à côté de la tombe ouverte, ses mains burinées serrant une Bible usée. Des gouttes de sueur roulaient sur son visage ridé tandis qu'il attendait des personnes en deuil qui n'arriveraient jamais. Lydia Moore avait vécu à la périphérie de la petite ville de Clearwater pendant près de 3 ans, dans une cabane penchée qui semblait s'incliner à chaque rafale de vent de la prairie. La plupart des gens connaissaient à peine son nom. Elle restait discrète, échangeait des légumes et des œufs au magasin général, ne parlait que lorsque quelqu'un lui adressait la parole. Elle baissait toujours les yeux, sa voix était calme et hésitante. Les habitants de la ville la trouvaient étrange, trop silencieuse, trop distante, trop différente des autres. Lorsque le vieux docteur Finch découvrit son corps 2 jours plus tôt, effondré près de son puits, un seau vide encore serré dans ses mains, la nouvelle se répandit dans la ville comme la poussière emportée par un vent sec. Mais au lieu de tristesse, il n'y eut que des murmures et des haussements d'épaules indifférents. « Pauvre petite », disait-il, mais ces mots étaient dénués de sentiment. Pour eux, elle n'avait toujours été qu'une fille étrange qui vivait seule sur la colline. Le révérend Carter avait affiché de petites annonces dans la ville, espérant qu'au moins quelques âmes viendraient lui rendre hommage. Il avait préparé un court sermon sur les perdus et les oubliés, sur la miséricorde de Dieu pour ceux que les hommes ignoraient. Mais alors que le soleil de l'après-midi montait dans le ciel et que la chaleur faisait miroiter les tombes, il comprit que ces paroles seraient emportées par le vent, adressées à personne d'autre qu'à la poussière et aux morts. Avec un soupir qui venait du plus profond de sa poitrine, le révérend ouvrit sa Bible. Sa voix se brisa lorsqu'il commença à lire les psaumes, dont le son résonna dans le cimetière silencieux. Ces paroles flottèrent au-dessus des pierres usées par le temps, au-dessus de l'herbe desséchée, et se posèrent dans l'air immobile, une prière pour la miséricorde, pour la paix, pour le pardon. Pourtant, son cœur était rempli d'une colère silencieuse face à l'injustice de tout cela. Une jeune femme était morte, et personne ne s'était soucié d'assister à ses derniers adieux. Il venait de fermer le livre lorsque quelque chose attira son attention. Une forme brune qui avançait lentement sur le chemin poussiéreux menant au cimetière. Il se protégea les yeux de la lumière éblouissante. C'était un âne, qui avançait péniblement, d'un pas obstiné et délibéré. Le révérend reconnut immédiatement l'animal, Jasper, le vieux compagnon de Lydia. L'âne avait disparu après sa mort, et tout le monde avait supposé qu'il s'était égaré dans les collines, perdu à jamais. Mais Jasper était de retour, et il portait quelque chose dans sa bouche, une petite pochette en cuir, craquelée et poussiéreuse à cause du temps. Les yeux de l'animal étaient grands ouverts et concentrés, remplis d'une étrange urgence, comme s'il comprenait exactement où il allait et pourquoi. Quand il atteignit la tombe, Jasper s'arrêta. Sa poitrine se soulevait sous l'effort, ses flancs tremblaient tandis qu'il déposait délicatement la pochette sur la terre fraîchement retournée. Le révérend observait, frappé de silence par la scène, la fidèle créature monter la garde une dernière fois auprès de sa maîtresse. S'agenouillant lentement, le révérend Carter ramassa la pochette. Le cuir était sec et usé, fermé par une corde effilochée. Elle semblait plus lourde qu'il ne l'avait imaginé, et à l'intérieur, quelque chose bougeait, produisant un léger cliquetis métallique. Ses doigts tremblaient tandis qu'il dénouait le nœud, la curiosité mêlée à l'inquiétude. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu plié autour d'une collection de pièces d'argent. Des pesos mexicains et des dollars américains, certains si vieux que leur face était presque lisse. Il y en avait des dizaines. Assez pour acheter la moitié des commerces de la ville, peut-être plus. Mais sous les pièces se trouvait quelque chose de bien plus précieux, un petit morceau de papier plié. Le révérend le déplia avec précaution. L'encre était fanée mais encore lisible, écrite de la main soignée et délibérée de Lydia. C'était une liste, un registre de noms et de chiffres. La famille Granger, 5 $ pour des médicaments lorsque leur fils était malade. Madame Turner, 3 $ pour de la farine pendant l'hiver rigoureux. Ellie Harper, 7 $ pour les chaussures de sa petite fille. La liste était longue, couvrant presque toutes les familles de Clearwater. Chaque ligne représentait un autre acte de générosité. Des cadeaux arrivés anonymement, de l'argent apparu juste au moment où les gens en avaient le plus besoin. Lydia Moore, la jeune fille calme et solitaire que tout le monde avait ignorée, avait secrètement aidé toute la ville. Au bas de la dernière page, dans une encre légèrement différente,
se trouvait une note écrite une semaine avant sa mort. Si quelque chose m'arrive, dites à tout le monde que je n'ai jamais oublié comment cette ville m'a accueilli après que j'ai perdu ma famille. Je voulais rendre cette gentillesse, même si je n'ai pas trouvé le courage de le faire en personne. Dites-leur que j'étais reconnaissante et que je n'ai jamais été vraiment seule. Le révérend Carter sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce temps, alors que les habitants de la ville la jugeaient étrange, elle veillait sur eux, faisant tout ce qu'elle pouvait pour alléger leur fardeau. Elle avait sacrifié son confort, sa dignité, peut-être même sa santé, tout cela pour servir discrètement ceux qui ne se souciaient pas de la connaître. Jasper se tenait tranquillement près de la tombe, ses yeux sombres solennels et pleins de compréhension. L'âne n'avait pas seulement transporté une pochette, il avait transporté la vérité. Le révérend plia le papier et le remit soigneusement dans la bourse. Puis il regarda Jasper, qui était maintenant couché à côté de la tombe, la tête posée doucement sur ses pattes avant, comme s'il veillait. « Allez, mon vieux, dit doucement le révérend Carter en caressant le cou de l'animal. Nous avons du travail à faire. La ville a besoin d'entendre cela. » Le chemin du retour vers Clearwater semblait interminable sous le ciel brûlant. Le révérend serrait la bourse contre sa poitrine, les pièces tintant faiblement à l'intérieur, mais le poids le plus lourd était la vérité. Le fardeau de savoir à quel point ils s'étaient tous trompés sur la jeune fille qui les avait sauvés en silence. Il repensa aux fois où il l'avait vue en ville, se déplaçant toujours rapidement, la tête baissée, les mains jointes, comme si elle avait peur d'être vue. Maintenant, il comprenait. Chaque course était une mission de miséricorde. Chaque question discrète était un moyen de savoir qui avait besoin d'aide ensuite. Lorsque le révérend Carter arriva dans la rue principale, les gens commencèrent à le remarquer. La vue du pasteur de la ville marchant avec l'âne de Lydia Moore suffisait à éveiller leur curiosité. Madame Collins sortit de sa pension, s'essuyant les mains sur son tablier. « Révérend, appela-t-elle, comment s'est passé l'enterrement? Je suis désolée de ne pas avoir pu être là, mais... » Sa voix se brisa lorsqu'elle vit la pochette dans ses mains et l'expression étrange sur son visage. En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée. Le révérend Carter s'arrêta au milieu de Main Street, la chaleur scintillant autour de lui. Jasper se tenait fidèlement à ses côtés, la poussière collée à son pelage rugueux. Les habitants du village se rassemblèrent lentement, Madame Collins, les Turner, Ellie Harper, le vieil homme Granger et une demi-douzaine d'autres qui avaient autrefois chuchoté sur les manières étranges de Lydia Moore. « J'ai quelque chose à vous dire à tous, » dit le révérend, sa voix portant clairement à travers la rue. « Quelque chose au sujet de mademoiselle Lydia Moore, quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir. » Il brandit la pochette, et la lumière du soleil se refléta sur le cuir usé. « Ceci, dit-il, a été apporté sur sa tombe par son âne, Jasper. À l'intérieur se trouve la preuve de qui elle était vraiment. » Le vieux Ellie Harper, toujours armé du marteau qu'il utilisait dans son atelier, fronça les sourcils. « La preuve de quoi, révérend ? Cette pauvre fille n'avait pas un sou en poche. » Le révérend défit le nœud de la pochette, les mains tremblantes, et en sortit les papiers pliés. « Voici ses archives, dit-il doucement. Une liste de toutes les familles de Clearwater qu'elle a aidées au cours des 3 dernières années, chaque dollar qu'elle a donné, chaque geste de gentillesse qu'elle a accompli. » La foule devint complètement silencieuse. Les visages qui, quelques instants auparavant, affichaient une légère curiosité, reflétaient désormais de l'inquiétude, voire de la crainte. Madame Turner, les manches couvertes de farine, s'avança. « Elle nous a aidés » répéta-t-elle. Le révérend Carter acquiesça. « Lorsque votre mari s'est cassé la jambe l'hiver dernier et qu'il ne pouvait plus travailler au moulin, vous vous souvenez de l'argent que vous avez trouvé sous votre porte? Vous pensiez que c'était un cadeau de Noël offert par un voyageur. » Madame Turner écarquilla les yeux. « C'était elle? » « Oui, » répondit doucement le révérend. « C'était Lydia. » Il tourna une autre page et lut à haute voix. « La famille Granger. 5 $ pour des médicaments lorsque leur fils était malade. Ellie Harper, 7 $ pour des chaussures pour sa petite fille. Madame Collins, 3 $ pour de la farine pendant le rude hiver. » Un à un, les habitants de la ville commencèrent à se souvenir. Ces enveloppes mystérieuses. L'argent qui apparaissait toujours lorsque les temps étaient les plus durs. Ces cadeaux anonymes qui semblaient être des miracles. « Mais comment ?» murmura Harper en secouant la tête. Elle vivait dans cette cabane délabrée. Elle portait la même robe tous les jours.
Où trouvait-elle cet argent? Au bord de la foule, Birdie Lo, qui tenait la petite auberge près de la station de diligence, prit la parole d'une voix tremblante. Je la connaissais avant qu'elle n'arrive ici, dit-elle. Avant que la fièvre ne décime la moitié de la vallée. Elle a perdu toute sa famille, ses parents, ses frères, tout le monde. Mais son père était Nathan Moore. Il possédait le plus grand ranch au nord de la rivière. À sa mort, elle a tout hérité. Des murmures parcoururent la foule. Elle a tout vendu, poursuivit Birdie, d'une voix plus assurée. Chaque acre, chaque cheval, chaque poteau de clôture. Elle ne supportait pas de rester là-bas, trop de souvenirs. Elle est donc venue à Clearwater avec rien d'autre que cet âne et ses économies. Je pensais qu'elle achèterait une nouvelle maison, qu'elle prendrait peut-être un nouveau départ. Le révérend Carter sortit les dernières pages de la pochette. Elle a effectivement recommencé à zéro, dit-il. Mais pas comme nous l'aurions imaginé. Elle a vécu dans la pauvreté pour pouvoir aider les autres. Chaque centime a été donné à vous, à nous tous. Madame Granger se mit à pleurer doucement, une main sur la bouche. J'ai prié pour obtenir de l'aide lorsque notre fils brûlait de fièvre, murmura-t-elle. Le lendemain matin, les honoraires du médecin nous attendaient sous le porche. J'ai pensé que c'était la miséricorde divine. C'était le cas, répondit le révérend. Mais cela venait de Lydia Moore. Le poids de cette prise de conscience pesait sur eux. Regret, honte, incrédulité, tout cela transparaissait dans le silence qui suivit. M. Collins deglutit peniblement. Nous l'avons tous ignoré, dit-il. Certains d'entre nous se sont même moqués d'elle. Nous la trouvions bizarre. Sa voix se brisa. Elle était la meilleure d'entre nous. Le révérend acquiesça, les larmes brillant dans ses yeux. Un miracle vivait parmi nous, et nous étions trop aveugles pour le voir. Jasper se tenait immobile à côté de lui, les oreilles frétillant, comme s'il écoutait lui aussi. Mais le révérend Carter savait qu'il y avait plus. Une dernière page écrite de la main soignée de Lydia qu'il n'avait pas encore lue à haute voix. Il la déplia lentement, le cœur serré en voyant les lettres tremblantes écrites vers la fin de sa vie. Cela a été écrit quelques jours seulement avant sa mort, dit-il doucement. Écoute. Il commença à lire. Je sens la maladie dans ma poitrine devenir plus forte. Celle qui a emporté ma famille est enfin venue me chercher. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai seulement peur que les gens pensent que j'étais étrange ou antipathique. Ce n'est pas vrai. Je voulais aider tout le monde parce que Clearwater m'a donné un endroit où aller alors que je n'avais nulle part où aller. Chaque sourire, chaque salut, chaque petite gentillesse comptait plus pour moi que quiconque ne pouvait l'imaginer. J'étais seul, oui, mais aider les autres me donnait à nouveau le sentiment d'appartenir à quelque chose. Quand il eut fini, Madame Turner sanglotait ouvertement. Les autres s'essuyaient les yeux en silence. Birdie Lo s'avança, son tablier froissé dans ses poings. Je me souviens du jour où elle est arrivée, dit-elle à travers ses larmes. Elle avait l'air tellement perdue. J'aurais dû l'inviter à séjourner dans mon auberge. Je me suis dit qu'elle voulait être seule, mais peut-être qu'elle ne savait tout simplement pas comment le demander. M. Collins acquiesca lentament. Nous l'avons tous laissé tomber, dit-il. Chacun d'entre nous. Le révérend hésita, puis lut les dernières lignes de la lettre, celles qu'il avait le plus bouleversées lorsqu'il les avait lues pour la première fois. J'ai économisé tout l'argent que j'ai pu pour quelque chose de spécial. Dans la boîte en fer blanc sous le plancher, vous trouverez de quoi construire une école digne de ce nom pour les enfants. L'ancienne fuit quand il pleut, et ils méritent mieux que cela. Utilisez cet argent pour eux, s'il vous plaît. Ils sont l'avenir de cette ville. Un murmure collectif s'éleva de la foule. Elle a même pensé aux enfants, murmura Birdie. La voix du révérend se brisa lorsqu'il lut la dernière phrase. Et s'il vous plaît, prenez soin de Jasper. Il a été mon plus fidèle ami et comprend plus que la plupart des gens ne le feront jamais. Ne le laissez pas seul, comme je l'ai été. À l'évocation de son nom, Jasper leva la tête et regarda autour de lui, ses yeux doux brillant au soleil. Cette image toucha le cœur de toutes les personnes présentes. Le vieux Eli Harper s'avança et posa une main tremblante sur le cou de l'âne. « Tu n'es pas seul, mon vieux, murmura-t-il. Plus maintenant. » Mais alors même que les gens réconfortaient l'animal, les pensées du révérend Carter se tournèrent vers la dernière demande de Lydia, la boîte en fer blanc sous le plancher.
Il ne l'avait pas encore trouvée. Quelqu'un allait devoir fouiller sa cabane. Et peut-être, pensa-t-il avec amertume, devait-il aussi découvrir comment elle était vraiment morte, et pourquoi aucun d'entre eux n'était venu prendre de ses nouvelles pendant qu'elle était malade. La foule se dispersa lentement, chacun portant le lourd fardeau de sa négligence. Le révérend regarda en arrière vers la route du cimetière, où la poussière flottait encore dans l'air comme de la fumée. Il savait que ce n'était que le début. La vérité sur Lydia Moore n'était pas encore complète, et le lendemain matin, ils en apprendraient encore davantage sur cette femme qu'ils avaient si complètement méconnue. Le lendemain matin, le temps était frais et gris à Clearwater. Une brume basse descendait des collines, adoucissant les contours des clôtures et des granges. Le révérend se leva avant le lever du soleil, incapable de se débarrasser du poids qui lui serrait la poitrine. Le sommeil l'avait fui. Il avait rêvé des mains fines de Lydia, de son âne montant la garde au clair de lune, de la dernière supplique de la lettre demandant à quelqu'un de prendre soin de Jasper. Quand il sortit, Ellie Harper l'attendait déjà près du portail de l'église, une lanterne à la main. « Je n'ai pas pu dormir non plus, dit-il d'un ton bourru. Je me suis dit qu'on devrait aller voir cette boîte en fer-blanc. » Le révérend Carter acquiesça. Oui, c'est ce qu'elle voulait. Ils se mirent en route vers la lisière de la ville où se trouvait la cabane de Lydia, à moitié cachée derrière un bosquet de peupliers. La petite maison semblait plus petite que jamais dans la brume matinale, son toit courbé par des années de négligence. Jasper les suivait silencieusement, ses sabots laissant de légères empreintes dans la terre humide. Quand ils arrivèrent sous le porche, Harper hésita. « Étrange, murmura-t-il. Je suis venu une fois après son décès. Je n'avais pas remarqué ça. » Il désigna la porte. Le loquet avait été forcé, pas cassé, mais clairement ouvert de force. Le révérend Carter fronça les sourcils. « Vous êtes sûr de ne pas l'avoir laissé ainsi ?» Harper secoua la tête. « Non, monsieur. Je n'aurais pas osé toucher à ses affaires. » Ils entrèrent. La cabane sentait la poussière et quelque chose de légèrement sucré, comme de vieilles herbes. La lumière du soleil filtrait à travers les interstices des volets, illuminant la petite pièce. Tout était soigneusement rangé, une bouilloire, une bible usée, une couette en patchwork pliée au pied de son lit. C'était une maison où régnait une discipline tranquille et des routines simples. Et pourtant, quelque chose clochait. Le regard du révérend se posa sur le plancher. Quelques planches près de la cheminée étaient légèrement soulevées, comme si elles avaient été récemment arrachées. Il s'agenouilla et balaya la poussière. « Ça doit être ça, » dit-il. Avec l'aide de Harper, il souleva la planche. Sous celle-ci se trouvait une boîte en fer-blanc, exactement comme Lydia l'avait décrite. Sa surface était propre, trop propre, comme si quelqu'un l'avait manipulée récemment. Le cœur du révérend se mit à battre plus fort. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un tissu plié, et sous celui-ci, seulement quelques pièces de monnaie. La boîte était presque vide. Harper retint son souffle. « Mais elle a dit… »« Je sais, » murmura Carter. « Elle a écrit qu'il y en avait assez pour une école. » Il retourna la boîte, cherchant un double fond. Rien. Seulement une légère odeur de cèdre et de papier. Harper fronça les sourcils. Quelqu'un est venu ici. Ce loquet, les planches. Révérend, quelqu'un l'a pris. Le révérend s'assit, la vérité s'imposant à lui comme un poids. Elle nous a fait confiance pour honorer sa dernière volonté. Et maintenant, son cadeau a disparu. Ils échangèrent un long regard sombre. Après un silence, Harper murmura « Qui volerait une femme morte ?» Carter se leva lentement, époussetant ses genoux. Quelqu'un qui savait pour la boîte. Quelqu'un qui était ici avant nous. Il jeta un coup d'œil vers la petite fenêtre donnant sur la route. Une seule série d'empreintes de bottes était visible dans la boue séchée à l'extérieur. Elles ne provenaient ni de leurs propres chaussures, ni de celles d'un enfant. Les pas menaient vers la ville. « Venez, » dit le révérend. « Nous devons parler au shérif Dunn. » Le bureau du shérif se trouvait près de l'écurie, ses fenêtres couvertes de poussière. Dunn était un homme corpulent au visage pensif, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui ne négligeait jamais les problèmes. Il écouta sans interruption Carter lui décrire ce qu'ils avaient trouvé. Lorsque le révérend eut terminé, Dunn se gratta le menton. « C'est étrange. Je n'ai entendu parler de personne qui aurait fouiné dans les environs.
Mais je vais y aller cet après-midi et jeter un œil moi-même. Harper s'appuya sur le bureau. Le révérend dit que les planches ont été retirées proprement. Celui qui a fait ça savait exactement où chercher. Ça ne pouvait pas être le fruit du hasard. Dunn acquiesca lentaiment. Je suis d'accord. Ça pourrait être quelqu'un de proche, quelqu'un en qui elle avait suffisamment confiance pour lui parler de cette boîte. Le révérend hésita. Elle ne parlait pas à beaucoup de gens. Mais elle rendait parfois visite à Birdie-Low. Et Madame Turner lui a apporté de la soupe une fois pendant l'hiver. À part eux, peut-être que quelqu'un a entendu, dit Dunn. Une telle somme d'argent ne reste pas secrète longtemps. Il se leva, boucla son ceinturon et se dirigea vers la porte. Je vais y aller maintenant. S'il manque quelque chose en ville, si de nouvelles pièces apparaissent, si des dépenses soudaines sont constatées, nous le saurons bien assez tôt. En milieu d'après-midi, la nouvelle s'était répandue. Les gens venaient à l'église par petits groupes, posant tous la même question anxieuse. Était-ce vrai? Quelqu'un avait-il volé le cadeau funéraire de Lydia Moore? Le révérend Carter ne leur dit que ce qu'il pouvait confirmer. Oui, la boîte avait été retrouvée. Oui, l'argent avait disparu. Mais tant que le shérif n'était pas de retour, personne ne devait accuser qui que ce soit. Pourtant, les soupçons se répandaient comme une traînée de poudre. Madame Collins murmura qu'elle avait vu le jeune roi Turner porter quelque chose de lourd à l'aube. Monsieur Collins jura avoir entendu des bruits de pas derrière le magasin d'alimentation animale la nuit précédente. Birdie-Low raconta qu'un inconnu avait demandé des nouvelles de Lydia 2 jours avant sa mort, un homme qu'elle ne reconnaissait pas, habillé comme un voyageur. Carter tenta de les calmer, mais le doute était une mauvaise herbe tenace. Le soir venu, le shérif revint enfin. Son cheval était couvert de mousse, son chapeau baissé contre le soleil couchant. « Vous aviez raison », dit-il d'un ton grave en descendant de cheval. Quelqu'un l'a pris. Il posa un bout de papier plié sur le bureau du révérend. « J'ai trouvé ça sous le plancher. Ça a dû glisser de leur poche. » Carter le déplia avec précaution. C'était une page déchirée d'un grand livre, estampillé du logo de Clearwater Mercantile. « C'est le magasin de Monsieur Dobson », dit immédiatement Harper. « Il tient tous ses comptes dans ce genre de livre. » Le révérend fronça les sourcils. « Dobson est ici depuis des années. Vous pensez que… » « Je pense qu'on devrait lui demander, » l'interrompit Dunn. Ils trouvèrent Dobson en train de fermer son magasin pour la nuit, une lanterne à la main. Lorsqu'il vit les 3 hommes s'approcher, il se déplaça nerveusement. « Bonsoir, Reverend. Shérif. » « Quelque chose ne va pas? » « Juste quelques questions, » répondit Dunn d'un ton neutre. « Vous voulez bien entrer ?» À l'intérieur du magasin sombre, l'air sentait le tabac et le sucre. Les étagères remplies de marchandises projetaient de longues ombres. Dunn posa le bout de papier sur le comptoir. « Vous reconnaissez ça? » Dobson hesita. « On dirait bien que c'est un des miens. »« Pourquoi ? » ?»« On l'a trouvé chez Mademoiselle Moore. Sous le plancher. » Le visage du commerçant pâlit. « Attendez. Je ne suis jamais allé près de cette cabane. Alors peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi votre écriture se trouve au dos. » Carter retourna la page. Des mots griffonnés à la hâte y étaient inscrits. « Recouvrez la dette de M avant le coucher du soleil. Elle ne tiendra pas longtemps. » Dobson degluted. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Alors dites-nous ce que c'est, » dit calmement Dunn. L'homme s'effondra dans un fauteuil, le front luisant de sueur. Elle me devait de l'argent, révérend. Il y a des années, elle a acheté des provisions à crédit, disant qu'elle me rembourserait une fois qu'elle aurait vendu une partie des terres de son père. Mais elle ne l'a jamais fait. Je suis allé la voir la semaine dernière pour lui en parler, mais elle avait l'air si malade que je l'ai laissée tranquille. Je jure que je n'ai pas pris son argent. Carter scruta son visage. Il ne savait pas s'il devait le croire. Quelqu'un d'autre était au courant de cette dette? Dobson secoua la tête. Personne d'autre que moi. Harper croisa les bras. Alors quelqu'un vous a forcément entendu parler. Le shérif soupira. Nous trouverons le coupable, révérend. Mais ça ne sera pas facile. Les gens s'agitent. Carter acquiesça d'un air las. Nous garderons la foi, shérif. Elle le mérite bien. Dehors, les dernières lueurs du jour s'évanouissaient derrière la crête. Jasper, attaché près du poteau d'attache, leva la tête et braya doucement,
comme s'il sentait la lourdeur qui régnait dans l'air. Le révérend Carter posa une main sur le cou de l'animal. « Ne t'inquiète pas, mon vieil ami, murmura-t-il. Nous allons arranger les choses. Pour elle, et pour toi. » Mais alors que le vent descendait des collines, apportant avec lui un léger parfum de pluie, il ne pouvait s'empêcher de penser que l'histoire de Lydia, et la vérité sur ses derniers jours, était loin d'être terminée. Pendant les 2 jours qui suivirent, la ville de Clearwater fut en effervescence. Tout le monde avait son opinion sur l'identité du voleur du dernier cadeau de Lydia Moore. Certains disaient que Dobson, le commerçant, mentait. D'autres juraient qu'il s'agissait d'un vagabond, quelqu'un qui était passé juste après sa mort. Mais la vérité, comme le révérend Carter allait bientôt le découvrir, était beaucoup plus proche. Tard dans la 3e soirée, le shérif Dunn se rendit à nouveau à la cabane de Lydia. Le révérend l'accompagna, ainsi que Birdie Lowe et Ellie Harper. L'air sentait la pluie et le pin, les nuages étaient bas, lourds et menaçants. À l'intérieur de la cabane, ils fouillèrent plus minutieusement cette fois-ci. Sous le lit, derrière la cheminée, dans le vieux placard. Près du mur du fond, Birdie s'arrêta soudainement. « Attendez, dit-elle en s'agenouillant. Il y a quelque chose ici. » Coincée entre 2 planches du plancher, il y avait une petite enveloppe, presque cachée sous la poussière. Birdie la tendit au révérend, qui la déplia avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 3 pages pliées, écrites de la main fine de Lydia. En haut de la première page figurait une date, 2 jours avant sa mort. Si quelqu'un trouve ceci, merci de le lire avec bienveillance. Je n'ai personne d'autre à qui le dire. Le révérend commença à lire à haute voix tandis que les autres écoutaient. Monsieur Dobson est revenu aujourd'hui au sujet de la dette. J'ai essayé de lui expliquer que je paierais après avoir aidé les Granger avec leur fils malade, mais il s'est mis en colère. Je crains de ne pas trouver la paix sachant qu'il pense que j'ai voulu le tromper. Pourtant, je ne regrette pas d'avoir donné ce que je pouvais. Peut-être qu'un jour, il comprendra pourquoi j'ai choisi de vivre pauvrement, même si je n'étais pas obligé de le faire. Dunn expira lentament. Elle lui devait donc bien de l'argent. Mais cela ne prouve pas qu'il ait pris l'argent. Continue à lire, murmura Birdie. Hier soir, quelqu'un est venu frapper à ma porte après la tombée de la nuit. J'ai pensé que c'était encore Monsieur Dobson, mais la voix était différente, grave, nerveuse. Je n'ai pas ouvert. Il a dit qu'il savait pour l'héritage de mon père, qu'il savait que je cachais de l'or sous mon plancher. Je lui ai dit qu'il se trompait, mais il a continué à frapper pendant longtemps. Quand il est enfin parti, j'ai prié pour qu'il ne revienne pas. Ellie Harper juradausment. Quelqu'un la surveillait. Il attendait qu'elle meure. Le révérend Carter tourna la dernière page. Si quelque chose m'arrive, veuillez prendre soin de Jasper et utiliser ce qui reste pour l'école. Je crois que le bien finira par triompher, même si le mal frappe en premier. Clearwater mérite d'être sauvé, j'ai vu ici une gentillesse que le monde a oubliée. Dites-leur de ne pas pleurer pour moi. Faites simplement mieux. Aimez-vous les uns les autres plus qu'ils ne m'ont aimé. Quand il eut terminé, le silence envahit la petite pièce. Dehors, le tonnerre grondait au loin. Le shérif Dunn prit la lettre délicatement. Cela règle la question. Celui qui est venu cette nuit-là n'était pas Dobson. Il a les pieds trop lourds pour se déplacer sans bruit. Je vais voir si quelqu'un a vendu ou échangé des pièces d'or récemment, cela pourrait nous indiquer qui a encaissé ses économies. 2 matins plus tard, Dunn vint à l'église avec des nouvelles. Je l'ai trouvé, dit-il simplement. L'homme s'appelait Roy Turner, le même ouvrier agricole dont les gens parlaient à voix basse. Il avait été aperçu à la gare, essayant d'acheter un billet pour l'Est, avec une sacoche beaucoup trop lourde pour ses moyens. Lorsqu'on l'avait interpellé, il s'était enfui. Le shérif et 2 hommes l'avaient rattrapé près de la rivière, trempé et tremblant. Dans le sac se trouvaient 50 pièces d'or enveloppées dans un morceau de tissu sur lequel étaient brodées les initiales de Lydia dans un coin. De retour en ville, Roy craqua rapidement. « Je ne voulais faire de mal à personne, balbutia-t-il, assis dans le bureau du shérif, les poignets menottés. Je suis juste allé voir, je le jure. Je pensais qu'elle avait peut-être caché une partie de l'argent de la vente du terrain dont tout le monde parlait. Je n'aurais jamais pensé qu'elle mourrait si tôt. C'est toi qu'elle a entendu cette nuit-là, dit Dunn d'un ton neutre. Roy acquiesça, les yeux humides. Je ne suis entré qu'après. Elle était déjà partie.
E pensais. Je pensais qu'elle n'en aurait plus besoin. Le révérend Carter le regarda longuement, la tristesse l'emportant sur la colère. Tu as volé une morte, roi. Une femme qui avait autrefois laissé du pain devant ta porte alors que ta famille n'en avait pas. Le jeune homme baissa la tête. Je sais. Je ne me le pardonnerai jamais. Le révérend se tourna vers le shérif. Laissez le tribunal décider de sa peine. Mais assurez-vous que l'argent aille là où elle le souhaitait. Don acquiesca. Ce sera fait. Une semaine plus tard, Clearwater se rassembla pour un événement sans précédent, une cérémonie commémorative. Ils se réunirent dans la clairière près de la sortie de la ville, à côté de la petite colline où Lydia Moore reposait sous une simple croix en bois. Le vent d'automne agitait l'herbe, le ciel était clair et lumineux après plusieurs jours de pluie. Le révérend Carter se tenait devant la foule. « Mes amis, commença-t-il doucement, nous sommes réunis non seulement pour pleurer Lydia, mais aussi pour nous souvenir de la leçon qu'elle nous a laissée. Elle avait toutes les raisons de tourner le dos à ce monde, mais au lieu de cela, elle a donné tout ce qu'elle avait pour rendre le nôtre un peu plus aimable. Nous l'avons laissée tomber dans la vie. Ne la laissons pas tomber dans notre mémoire. » Derrière lui, les enfants de Clearwater se tenaient en rang, minces, timides, pieds nus, mais souriants. C'était pour eux que les habitants s'étaient rassemblés tôt ce matin-là pour construire les fondations près de l'église, marquant ainsi le début de l'école Lydia Moore. Grâce à ces économies cachées et à leur récupérer, il y avait plus qu'il n'en fallait. Les hommes qui l'ignoraient auparavant vinrent avec des marteaux et du bois. Les femmes apportèrent de la nourriture et aidèrent les enfants à peindre les nouveaux bancs. Pour la première fois de mémoire d'homme, la ville travailla main dans la main. Lorsque la cloche de la nouvelle école fut suspendue quelques semaines plus tard, ils placèrent une petite plaque de bronze près de la porte. À la mémoire de Lydia Moore, qui a tout donné pour que les autres puissent apprendre. Le révérend Carter sonna lui-même la cloche le premier matin, les yeux remplis d'une fierté tranquille. À l'arrivée de l'hiver, la ville changea. Les gens se saluaient plus chaleureusement. Les bancs de l'église se remplirent à nouveau. Même le shérif Dunn, autrefois peu loquace, se mit à saluer les étrangers de son chapeau. Et Jasper, le fidèle Jasper, devint le gardien discret de Clearwater. Il vivait dans la prairie à côté de l'école, gentil avec les enfants qui lui apportaient des pommes et brossaient son pelage après les cours. Certains disaient qu'il attendait toujours près de la clôture chaque soir, les oreilles tendues vers la colline où reposait Lydia, comme s'il écoutait sa voix dans le vent. Le révérend Carter le rejoignait souvent là-bas. Parfois, il parlait à voix haute, sachant que seul l'âne pouvait l'entendre. « Tu avais raison, Lydia. Ils ont appris. Peut-être pas dans les livres, pas encore, mais grâce à toi. » Et certains soirs, lorsque le soleil se couchait et que le ciel se teintait d'or, il lui semblait que la prairie brillait d'une lumière un peu plus chaude, comme si la femme qu'ils avaient autrefois mal comprise souriait quelque part à proximité. La ville ne l'oublia plus jamais.